Bienvenue à tous sur notre page Lecture paisible. Nous poursuivons toujours la lecture de notre roman Les Soleils des Indépendances, chapitre 4 de la deuxième partie intitulée Les soleils sonnant l'harmattan et Fama avec des nuits hérissées de punaises de Mariam furent tous pris au piège. Mais la bâtardise ne gagna pas. Déjà 5 soleils de tombée de parcourus, il en restait 18 à voir se lever avant qu'arrive la date des funérailles du 40e jour du cousin Lassina. Les journées d'harmattan comme les œufs de la même pintade pointaient et tombaient les unes semblables aux autres. Les mêmes matins avec le même brouillard capoc et la même senteur de charbon ardent arrosé de pissa, les mêmes soirs avec les vents de poussière qui tombaient et se calmaient. Mais avec la terre qui soupirait d'abord le matin. Le jour commençait au premier chant de coq. La lune se noyait dans le ciel bas. On était au dernier quartier. Le muezzin lançait l'appel pour la première prière, puis parcourait les ruelles en chantant des versets s'arrêtant parfois. « Toi, c'est à toi que je m'adresse, gueulait-il. Derrière la case dans le matin cotonneux, arrête de l'étreindre de la tournée de dire d'autres mensonges à la femme. Lève-toi et prie. Songe et compare. Le Tout-Puissant, le dernier appel, le dernier jugement, l'enfer, la douleur terrifiante des flammes de l'enfer est infinie. Et l'appel de Dieu ne s'annonce pas. La prière est le viatique de l'éternel voyage. Lève-toi et salue ton Seigneur. Ce muezzin avec une malignité évidente criait chaque matin derrière la case de Fama alors que c'était inutile. Fama ne couchait avec aucune femme et avant l'appel, il était prêt, déjà douché et habillé. À la mosquée, il priait gros et égrenait trop longtemps le chapelet du moins de la vie de Bala. Il y rencontrait son griot Diamourou et ensemble dans le petit matin, ils parcouraient les concessions une après une pour saluer et demander aux habitants si la nuit avait été paisible. Puis, il s'installait au seuil de la case patriarcale des Doumbouya et le cure-dent dans la bouche recevait les honneurs des salueurs du matin. Et le matin d'harmattan, comme toute mère commençait d'accoucher, très péniblement le nom soleil d'harmattan, vraiment pénible, et cela à cause des fétiches de Bala. Le féticheur jurait que le soleil ne brillait pas sur le village tant que ses fétiches restaient exposés. Comme le matin, ils se réveillaient tard, ils les sortaient tous pour leur tuer le coq rouge. Donc, pendant un long moment, le soleil gêné s'empêtrait et s'embrouillait dans un fratras de brouillard, de fumée et de nuages. Les fétiches de Bala rengainaient entrés et enfermés. Le soleil réussissait à se libérer alors qu'il était au sommet du manguier du cimetière. D'un coup, il éclatait. Et après le soleil éclatant et libéré comme les poussins après la mère poule suivaient tous les enfants de l'harmattan. Les tourbillons, les lointains feux de brousse, le ciel profond et bleu, le vol des charognards, la soif, évidemment la chaleur. Tous les enfants de l'harmattan. Cela s'ouvrait par les tourbillons de vent, de poussière et de feuilles mortes, débouchant du cimetière animé et gonflé par les génies et les mânes des morts. Véritable malédiction, les tourbillons s'engouffraient dans le village, arrachaient les chaumes, roulaient des calebasses, emportaient les pagnes puis s'éloignaient en faisant rugir la brousse. Le ciel se levait bleu haut, si haut que le profond des charognards ne le frôlait plus. Tout enchantait Fama car dans son cœur remontaient les joies des bons harmattans de son enfance. En vérité, un très bon harmattan, murmurait-il. Non, protesta Bala, qui avait fini par se joindre au palabre. Non, c'est un harmattan malingre, famélique, un avorton d'harmattan. Les grands harmattans, les vrais harmattans ont été définitivement enterrés avec les grandes chasses. Rappelez-vous, maître, votre enfance. Je chassais encore et les palabres s'alimentaient des histoires de chasse de Bala. Diamourou les connaissait toutes et surtout les racontait mieux que le vieux féticheur lui-même. Comment Bala devient-il le plus grand chasseur de tout le Ourodougou? À l'heure de l'Ourébi, loin dans l'est, l'inexploré de la brousse au creux d'une montagne où naissait une source fraîche, il rencontra au mieux un génie, se révéla à Bala.
C'était un génie chasseur. Tous les Malinqués ont entendu parler des génies chasseurs. Ces génies vivants de sang chaud et surtout avides de sang humain. Ces génies qui conduisent les animaux sauvages, qui conduisent les animaux sauvages comme les bergers mènent les troupeaux. Le génie rencontré était nu, aussi grand que Bala, le crâne ras, sauf au milieu du crâne d'une une grosse tresse de cheveux longue et tombante comme une queue de varin et évidemment balançant à la main gauche le fusil des génies chasseurs. Fusil pas plus long qu'un bras au canon d'or. Le genre de fusil que le chasseur solitaire entend tonner dans le lointain de la brousse au gros de l'armatan. Je t'ai appelé ici pour te proposer un accord, énonça le génie chasseur. Bala, sans empressement, sans la petite peur, n'avait-il pas lui-même tué des sacrifices pour amener et favoriser cette rencontre? Répondit calmement, lequel? Le génie expliqua. Bala, d'ailleurs, connaissait toutes les dispositions. Les génies chasseurs proposent toujours le même accord. À chaque sortie du chasseur, le génie marchera devant lui, le conduira au large de la brousse. Là, le génie rassemblera les animaux sauvages comme un berger et Bala fusillera ce qu'il voudra. Mais un jour lointain, au lieu de guider, il abattra Bala et se gorgera de son sang chaud. Mais quel jour? Demanda Bala. Le génie chasseur ne répondit pas. Les génies chasseurs ne le précisent jamais. L'accord entendu et conclu pendant des années, le génie chasseur et Bala avaient battu la brousse. Inséparables comme l'index et le médius, chaque matin, Bala avait accumulé exploit sur exploit comme un cultivateur à ligne des buts. Bala aimait les raconter et d'un bout à l'autre d'un large soleil sans se répéter, il assommait. Évidemment, avec les retouches et les explications du griot, les palabreurs de ces histoires de chasse. Un exemple. L'exploit triomphant lors des funérailles du père de Fama, empressons-nous de le compter. Donc le tam-tam tambouillonnait. Vint le tour de danse des chasseurs. Il y avait tous les chasseurs du Horodougou, des chasseurs de toute carapace, de toute corne, même les chasseurs ayant à leur actif 7 tigres. Les fusillades ébranlaient les murs et le sol, la fumée donnait un incendie. On promettait tout, le tigre, le lion, l'éléphant, mais à thème, c'est-à-dire à l'armatan prochain, à l'hivernage prochain. Bala sauta dans le cercle de danse, croisa un entrechatte, alluma la poudre entassée dans le canon. Cette poudre était haute de 4 doigts joints. Et le boum! Bala demanda à toutes les femmes du village d'installer les canaris de sauce sur les foyers et disparut dans la brousse. Quelque temps après, les tam-tams battaient encore et les canaris n'avaient pas encore bouillonné. Il revint avec la queue d'un buffle noir. On alla chercher la bête. Dans les fourrés dans lesquels les villageois laissent, les fourrés battus par les cabrins, Bala avait abattu un buffle noir, un de ces buffles solitaires, impétueux, qui ne vagabondent généralement que dans le profond de la brousse, avec les cornes chargées de nids et accompagnés d'une nuée d'hirondelles. Les plus grands chasseurs de la fête avalaient leurs fusils et trophées. À propos de buffles, le combat de Bala contre un buffle génie fut épique. Dans les lointaines plaines du fleuve Bafing, Bala déchargea entre les cornes d'un buffle les 4 doigts de poudre. Quel fut l'ébahissement du chasseur lorsqu'il vit la bête foncer sur lui comme si le coup n'avait été que le pet d'une grande mère. L'homme savant et expérimenté qu'était Bala comprit tout de suite qu'il avait affaire à un buffle génie et il sortit le profond de son pouvoir. Combat singulier entre l'homme savant et l'animal génie. L'homme prononça une incantation grâce au pouvoir de laquelle il balança son âme qui se maintint à hauteur d'arbre entre le ciel et la terre. Une autre incantation et Bala fut transporté et assis sur son fusil aussi confortablement que dans un hamac et trop haut pour être inquiété par le buffle. Mais le buffle était aussi savant que l'homme et l'animal se métamorphosa en aigle et piqua ses serres au crochet sur Bala qui ne dut son salut qu'à une nouvelle incantation, grâce à laquelle il se transforma en aiguille. Le chasseur n'échappant toujours pas aux poursuites du buffle qui se fit
fil et le fil rampa promptement pour pénétrer dans le char et soulever l'aiguille. Rapidement, l'aiguille de Bala se métamorphosa en brindille pour se soustraire au fil rampant et la brindille disparut entre les herbes. Le buffle pourchassa toujours et se fit flamme, et la flamme se mit à consumer la brousse. La fumée de l'incendie se leva. Le crépitement de la flamme se mit à assourdir. Le remue-ménage gagna toute la brousse. Profitant de ce remue-ménage, Bala, grâce à une dernière incantation, surprit la bête par un avatar de maître. Le chasseur se fit rivière et la rivière noya la flamme, éteignit le diable de l'animal, le vital de l'animal qui perdit magie et conscience. Redevint buffle, souffla rageusement, culbuta et mourut. Souffla rageusement, culbuta et mourut. Une fois encore, Bala était le plus grand savant et il sortit aussitôt du marigot qui sécha. Dégaina son couteau et trancha la queue de la bête, il examina le buffle. L'animal portait dans le mufle 2 anneaux d'or. C'était donc sûrement le buffle préféré d'un prince des génies de la forêt et des anneaux d'or servaient à le mettre à la tâche. Puis, les années se succédèrent, se cumulèrent années de bonheur, de malheur, de famine, d'épidémie, de sécheresse. Les chasses, comme le Djoliba, ne tarit point. À chaque sortie, le cœur de Bala bouillonnait, son ventre bouillait. Elle pouvait être la dernière sortie. Bala chercha le sort de son génie chasseur. Un génie est comme un homme et il existe pour tout individu un objet avec lequel on éteint la vie dans le corps, comme l'eau refroidit la braise. Cet objet met fin à notre destin. C'est notre cas là. Pendant 3 ans, Bala consulta marabout, fétiche et sorcier, tua sacrifice et sacrifice pour trouver le Kala de son génie chasseur. Le lundi, le génie vint le prendre à la sortie du village. Il marchait dans le noir. Il marchait dans le soir, calme jusqu'à un marigot que le génie passa avant son compagnon. De l'autre rive, Bala alluma dans son dos les 4 doigts de poudre. Le diable hurla et tomba. Le sang et le hurlement jaillit en flammes et allumaient la bourse. Bala retourna sur ses pas, approchait pour toujours fusil et équipement au mur. Pour lui, la chasse était finie. La traîtrise lui interdisait de mettre le pied dans la bourse jusqu'à sa mort. Savez-vous ce qu'était le Kala de ce génie chasseur? Le gamin de crottin du chevautin aquatique. Bala sur les 4 doigts de poudre entassés avait placé 3 crottins de chevautin aquatique. Cela fut fatal au génie chasseur. Les histoires de chasse permettaient de parcourir facilement les journées. Rapidement, le soleil montait au-dessus des têtes et le repas s'asseyait autour des calebasses communes. Et avant que les mains aient séché, le soleil arrivait au point de la 2e prière. Ensemble, tous les palabres s'alignaient sauf Bala. Le féticheur patientait en s'occupant de ses poux qu'il écrasait en broyant des dents les coutures de ses habits. Ah, ces mouches qu'il massacrait en plein éventail pendant que tous les autres se gratifiaient en priant d'incertitude bénédiction divine. Puis les histoires de chasse se reprenaient. Le soleil descendait au point de la 3e prière et l'on secouait et étendait à nouveau les peaux de mouton. Avec la 4e prière, le soleil tombait. Crépuscule d'Harmattan. Très souvent, les nuits de Fama s'allongeaient. La case patriarcale, la case royale du Orodougou, était une des plus anciennes, donc entretenait les plus vieux gros et gros rats. Peu pour de cases et cafards. Ils grouillaient et s'agrippaient aux membres. Le soleil et Fama se séparaient. Dans la tête et le cœur de l'éveillé soufflaient les soucis des poussées de tourbillons. D'ailleurs, les soucis d'argent, Togobala, faut-il le redire, était plus pauvre que le cache-sexe de l'orphelin. Asséché comme la rivière Touko en plein Harmattan, assoiffé, affamé. Le peu d'argent de Fama s'était dissipé plus rapidement que la rosée. Il y eut les sacrifices et les repas à payer. Et chaque jour, le cercle autour des calebasses de blocs
de tôt s'était élargi de camarades de classe d'âge qui avaient choisi aussi l'heure de l'assise des repas pour venir saluer. Puis, il y eut des griots, sauf Diamourou. Les frères de plaisanterie qui réclamaient et tous les autres qui gémissaient et tendaient les mains. Et Fama se devait de donner. Il devait être généreux et il était à tel point qu'il allait offrir jusqu'à son cache-sexe quand les deux vieux serviteurs de la dynastie, le vieux griot et le vieil affranchi, le relayaient. Ils étaient presque obligés. La pauvreté ne se guérit pas, ne se dissimule pas à Togobala. Et Fama, main et poche vides, est un Fama hargneux rageur. Il fonçait les sourcils quand avançait un demandeur, écumeur quand il devait donner. Toute la journée, il devenait intraitable, comme un âne nouvellement circoncis. Pour arrêter cette mauvaise humeur et les palabres gâtées par les bouffées de colère, les deux vieillards spontanément payèrent, et Fama toléra ce paiement. En plein jour, en plein Togobala, lui, le dernier Doumbouya, devint parasite de ses serviteurs. C'est piteux, incroyable, honteux, mais seul quand Fama tournait ses longues nuits blanches, c'était lâchement apaisant. Il n'avait plus aucun souci d'argent. Même sans souci d'argent, les nuits restaient longues et gluantes, hérissées de piqûres et de morsures, parce que Fama les parcourait seul, sans femme. C'est-à-dire que parfois, il se tordait, se serrait les cuisses, même gémissait et s'embrassait l'esprit et le cœur de choses de femmes, ou disons-le d'une bouche franche, des choses de Mariam. Le pagne, les mouchoirs, les joies, les propos de Mariam surgissaient à tout moment dans toutes les pensées et rêves de la nuit. Il attendait. Mariam, la jeune veuve, avait dès la première vue piqué Fama des tourments et des contorsions qui ne l'avaient ébranlé qu'une fois, une seule fois, lorsque jeune garçon entrant dans la puberté, il avait surpris complètement nu une jeune femme et son père. Il se ressentait complètement transformé. Il se ressentit complètement transformé, ranimé de la vérité d'un mulet. Tout commença le soir même que Fama arriva à Togobala. Il alla saluer, se courba, se pencha à la porte de la case où les veuves asseignaient le deuil. Pendant 40 jours, elle restait cloîtrée. Mariam cadrait au fond près de la porte opposée, de sorte que le soleil finissant l'éclairait complètement dans la tiraille de veuve qui, on ne devait pas le dire, lui seyait à merveille comme de l'anti-moine sous les yeux du singe hocheur. Merci les femmes, courage, à vous les peines, à vous les soucis, s'était écrié Fama et le griot Diamourou qui l'accompagnaient. Et aussitôt, elles s'étaient ruées, toutes dans les pleurs et lamentations. Les trois veuves et les vieilles assistantes. Fama, sans se rassasier, avait regardé Mariam, regardé qu'elle lui avait semblait s'être parée du deuil comme une courtisée se part d'un collier d'or un jour de danse. On pouvait jurer sur Allah, elle donnait la pleureuse, s'amusait à la lamenter. Rien ne descendait, rien ne dépassait le bout des cils, le bout des lèvres. Les cheveux, non tressés comme le veut la coutume, en broussailles comme chez une folle, apportaient beaucoup de malignité à ses yeux brillants de lièvre. Le visage luisait, la poitrine aussi, et les reins. Les seins serrés dans le pagne indigo rebondissaient, ramassés et durs comme chez une jeune fille. Le soleil. Les cuisses et les fesses se répandaient, infinies et ondulantes sous le pagne. Quel saisissement au toucher. Réprimer les pleurs. Tout dessert est l'œuvre d'Allah, s'était écrié le griot. Les pleurs ne font pas lever les morts. Les gémissements baissaient. Diamourou, dis-le bien à ton maître, répliqua, supplia Mariam d'un ton affecté. Dis-lui qu'il est notre seul soutien sur cette terre. Il est à la fois nos pères et mères. Fama avait fixé la jeune femme en train de dire, mais aussitôt avait baissé la figure. De peur de scandaliser, elle décochait un sourire amoureux. Tranquillisez-vous toutes, Fama est un solide soutien, avait renchéri le griot. Au retour de la mosquée chaque matin, Diamourou et Fama s'arrêtaient et saluaient à la porte des veuves.
Mariam les attendait, disons-le, parce que Allah aime le vrai. Elle était belle, ensorcelante, exactement la femme née pour couvrir le reste des jours d'un homme vieillissant comme Fama. Assise côte à côte avec Salimata, celle-ci ne voudrait pas une demi-cola, une demi-noix de cola. D'ailleurs, Fama ne pensait plus que de rares fois à sa femme de la capitale et ne lui avait même pas envoyé la moindre lettre de salutation depuis son arrivée à Togobala. Et puis, Mariam était la chose de Fama, partie intégrante et intéressante de l'héritage. Même avec un scandaleux et mauvais caractère, maître ne laisse pas sauter de ton filet un frétillant poisson comme Mariam, conseilla le griot à Fama. Et Diamouru poursuivit. Les très gros défauts de la femme sont un tourment les dernières années du décédé. Elle ment comme une aveugle, comme une édentée, elle vole comme une toto. Malicieusement, le griot baissa le ton, regarda autour. Elle a pour habitude un garçon, un sourire et ne sait pas répondre non aux avances. Et les jeunes gens du village, les jeunes gens de l'indépendance éhontés et ils sont irrespectueux. Tous même pour les choses sacrées comme les jeunes femmes des vieux. Non, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de défaut sans remède. Murmura le féticheur. Rien ne doit détourner un homme sur la piste de la femme féconde, une femme qui absorbe, conserve et fructifie rien. Et Mariam était une femme ayant un bon ventre, un ventre capable de porter 12 maternités. Bala l'avait vue avant sa cécité. À la démarche de la jeune femme, quant à l'infidélité comme les béliers à gesticules uniques, Bala le jura. Faites enjamber un cheval mourant par une femme n'ayant couché qu'avec son mari. Si elle n'est pas rapide, la bête la soulève en se levant. L'autre jour, Bala avait à soigner une jument couchée. Il l'a fait enjamber par 3 mariés. Mère de plusieurs enfants, la bête s'est engenouée à demi et a crevé dans la nuit. N'empêche que l'adultère doit être réprimé, Bala contraindra les jeunes gens à ne pas tripoter Mariam. Un efficace fétiche sera honoré et attaché. L'homme qui la grimpera au mieux ne pourra ni divulguer, ni se dégager et restera pris au piège jusqu'à ce que Bala vienne dire le contre du fétiche. Autrement, après l'amour, son sexe se réduira jusqu'à disparaître dans le bas-ventre. Et ce sera fini pour lui. Pour qu'on t'appelle grand coureur, il faut en avoir un qui se lève devant. Donc acquise. Mariam sera sa chose. Toutes les nuits, Fama pensait s'imaginer le tourment, la tournant, la caressant, l'écartant après la retraite du deuil. Toutes les nuits, sauf faut-il le mentionner, les 2 nuits précédant le grand palabre, un lundi et un mardi. Un lundi matin, Diamourou l'avait tiré en dehors du cercle des causeurs, s'était penché pour lui cracher dans l'oreille le secret. Le président du village et du comité s'appelait Babou et tous les autres membres allaient interroger Fama et pour rire ou honorer, il y aurait du parti unique du sous-préfet de la contre-révolution dans la sauce. Ce Diamourou en oubliait. Ce serait mercredi après la 3e prière que le palabre serait convoqué. Tout devint officiel lorsque le griot du comité vint annoncer à l'heure de l'assise les calebasses de taux et se lava les mains pour former le cercle des mangeurs. Du sous-préfet de la contre-révolution, de la réaction, mais c'était grandement grave. Pendant 2 nuits, Fama tourna et retourna diverses questions. Écrasa pour punaise et pouce. C'était grave et aussi embarrassant qu'un boubou au col trop large. Avec les indépendances, le parti unique, le comité et tous les autres avaient vanné les malinquins à leur rencontre, avaient vanné les malinquins à leur collier, à leur couleur des vertiges. Ils en avaient plein la gorge et le nez. Mais nul ne le disait et on ne savait pas comment en sortir. Sur ces grouillements et résiliations, Fama débarqua. Fama présenté comme le dernier Doumbouya, un courageux, un diseur de vérité que les Toubabs avaient spolié de la chefferie. Il venait du sud, rentrait définitivement de la chefferie. Il venait du sud,
rentrait définitivement au village pour être le président du comité. Ainsi, on décidait Diamourou et Bala. C'était normal, tout le Orodougou n'était-il pas sa propriété? Fama pouvait en outre dire à tous les présidents et secrétaires généraux que les habitants de Togoboulou étaient usés jusqu'à la dernière retraite. Fibre. Diamourou et Bala avaient enfumé le village d'autres plus insolentes paroles. Leur maître s'entraînait à tordre le cou aux indépendances, au parti unique et à tous les comités. Il y avait de la contre-révolution, de l'authentique création à Togobala. Estimèrent le comité et son président et ils le criaient. Le sous-préfet, le secrétaire général, le gouverneur, le parti unique exultait. Depuis des mois, il n'y avait plus de réactionnaires à dépister et des gagnants prêts à décapiter dans le nid l'horrible contre-révolutionnaire, et même les brigades de vigiles se reconstituaient et se réorganisaient pour épier Fama. C'était une vraie, inconfortable et très dangereuse situation. Mais on était malinqués et le malinqué ne reste jamais sur une seule rive. On s'étouffait à lancer des invectives les plus outrageantes contre la réaction, mais on s'empressait de réchausser les babouches pour arriver juste à l'heure du repas chez Fama. On s'asseyait autour de la calebasse commune et entre deux gorgées bien appuyées et pimentées, où on regrettait les paroles dites devant les autres. On maudissait le parti unique et les indépendances. D'ailleurs, à Togobala, personne ne tient rigueur à un autre pour ce qu'il a narré devant les autorités. La colonisation, les commandants, les réquisitions, les épidémies, les sécheresses, les indépendances, le parti unique et la révolution sont exactement des enfants de la même couche des étrangers du Orodougou. Des sortes de malédictions inventées par le diable. Et pourquoi pour ces diableries se diviser, se combattre, casser et user la fraternité et l'humanisme? D'autres avaient porté la cravache de la colonisation pour frapper. Après, les Toubabs se sont trouvés face à face avec leurs victimes. On ne voulait plus recommencer. Mais alors, pourquoi chacun préparait-il une confrontation brutale, une sorte de combat de taureau? Pourquoi jetait-on sa pleine brassée de bois mort dans le feu? Un mystère malinqué où l'ennui du long chômage saisonnier de l'harmattan? On assemblait les boubous, on déchaussait les babouches pour s'asseoir dans le palabre de Fama. Diamourou et Bala déchaînaient, juraient et vilipendaient les bâtards du comité. Fama allait leur hurler leur vérité quand même le parti unique croquerait et avalerait. Le président du comité, un fils d'esclave, où a-t-on vu un fils d'esclave commander? Vite! On retournait dans le palabre du comité pour rapporter et écouter le président exposer. Fama, il ne pesait pas plus lourd qu'un duvet d'anus de poule. Un vaurien, un magouillat, un vautour, un vidé, un stérile, un réactionnaire, un contre-révolutionnaire au nom d'Allah. Tout Togo-Bala, sauf Bala, tout le monde excepté les heures de prière de la longue journée du mardi faisait la navette entre les deux palabres. C'est pourquoi les deux nuits de lundi et de mardi, Fama ne ferma pas les yeux. Mercredi, le soleil arriva au point de la troisième prière, on la courba ensemble. La moitié des villageois s'étaient joints au palabre de Fama. Enfin, ils arrivaient. Ceux du comité, le griot en tête, Babou et les 11 autres membres du comité, avec le délégué du sous-préfet suivi par l'autre moitié des villageois. Les gens du comité avaient fait le déplacement parce que Fama essayait un deuil et à Togobala. Depuis que le monde existe, les choses importantes et sérieuses se parlent dans la cour des Doumbouya. Les assis se levaient, serraient les mains des arrivants et un bon musulman chacun s'enquit des nouvelles de la famille de l'autre. Cela dura le temps de faire passer par un lépreux un fil dans le cas d'une aiguille. Et les gens se répandirent sur les nattes étendues autour des cases. Fama, le président Babou et les délégués du sous-préfet eurent droit à des chaises longues. Les deux griots, Diamourou et le griot du comité, se tinrent debout au milieu de l'assemblée. Les griots d'abord, ils préfaçaient le palabre, parlaient de fraternité, d'humanisme, d'Allah,
de la recherche serrée de tous les petits grains de la vérité pour rassurer la population en chômage saisonnier. Craignant d'être frustrés d'un spectacle de qualité, les griots annonçaient que le palabre serait long 2 ou 3 nuits s'il le fallait pour creuser et tirer la vérité pure et blanche comme une pépite d'or. Les griots passaient le palabre à Babou. L'assemblée se mit à bruire. Dès l'ouverture de la bouche, tout le réconciliateur, le rusé fils d'esclave se révéla. Le président du comité avançait dans le dit comme on marche dans un marais, en promenant des regards interrogatifs, recueillant quelques approbations avant de lâcher un autre mot. Dans sa bouche, Fama devint un grand militant. L'intéressé même fut interloqué par l'affirmation. Le parti était la lutte contre la colonisation et Fama avait défié les Toubabs à Togobala. Même ne l'avons-on pas spolié de la chefferie? Et dans le sud ensuite, un flot de flatterie coula. Tous les yeux suivaient Babou, visage clair, main sec et tiré, un long nez de bec de calao, les yeux perdus sous les cils de chimpanzé, ses oreilles décollées comme les oreilles du sisal. Ses adversaires l'appelaient Grande Oreille, la chéchia rouge, défraîchie avec une bordure graisseuse et noire de sueur. Le boubou de cantonade grossière et rapiécé en 100 parties en 2 proverbes, tout le dit en était truffé. Balou plongeait ses doigts intrépides dans ses haillons pour maîtriser les poutres irrévérencieux. Oui, d'accord, Fama était sans pareil, sans limite. Oui, l'humanisme et la fraternité sont avant tout dans la vie des hommes. Mais après, Babou retournait ces 2 thèmes et d'autres lieux communs toujours accueillis avec respect par les malinqués musulmans. La miséricorde divine, le jugement dernier, la vérité qui est, la canne dans le palabre. Mais tout cela s'amenait après des regards flamboyants, des intonations variées, des proverbes s'accompagnant d'autres. Regards de mouvement de la tête et des mains et autres provinces, l'assistance exultait et buvait. Elle n'en demandait pas plus. Le palabre pour le palabre, Babou, le fils d'esclave, avait conquis les villageois par la parole. On passa le palabre à Fama. Il ne se distingua même pas à prononcer 3 mots. Un doubliard convenaison ne pouvait pas, sans se rapetisser, parler longuement au pied d'un comité de fils d'esclaves. Et Diamourou, son griot, était là. Les griots dans la parole étaient dans le propre de sa caste, comme un doumbouya dans la guerre, un poisson dans l'eau ou un oiseau dans le ciel. Il accumula les 10 sans respirer, sans que jamais un ressemblât à l'autre. La quatrième prière arriva trop tôt, mais on la courba très scrupuleusement, puis la nuit survint. On se quitta pour se retrouver aussitôt après la 5e prière. Chacun vint avec sa couverture car les nuits de la matin sont froides et ventées. Les grands yeux de bois illuminaient et les grands feux de bois illuminaient et autour le palace s'organisa jusqu'au dernier chant de coq. On se retrouva dans l'après-midi de jeudi et tout le soir, les voix tonnèrent devant un public amusé et attentif. Fama sommeillait, enfin la vérité éclata. Le délégué étranger, ignorant les coutumes malinquées, se répétait, se redressait et rebondissait inconciliant, toujours indomptable comme le cesse d'un âne enragé. Fama devait, c'était le consigne, et il ne voulait pas en entendre d'autres, s'agenouiller aux pieds du président du comité. Frotter à terre les lèvres et se dédire, jurer sur le Coran ouvert la fidélité au parti, au comité et à la révolution. Jurer sur le Coran ouvert que jamais tant dans l'ombre que dans le jour, le comité et le parti, disons vrai, cela était aussi infaisable que manger les carottes d'un chien. Vos propositions, cria Tiamourou, ne respectant pas à notre accord. Le délégué ouvrit la bouche de celui qui se surprend sur la queue d'une vipère. Il ne sut pas qu'au gros du remue-ménage, quand tout déborda des bras des villageois, les anciens eurent peur. À laisser se continuer n'aurait plus eu d'humanisme, de fraternité, plus d'équilibre, des forces invisibles qui savent le village, mais la haine entre les mains.
La colère des génies, la malédiction des mânes, et qui percevra des souffles, des mauvaises sécheresses, des sauterelles, des épidémies et des famines. Il fallait s'arranger et retourner les malheurs de la division. Les anciens convoquaient Babou et Fama au milieu de la nuit du mardi soir, la veille du palabre au cimetière devant les mânes des aïeux. Malheur à celui qui laissera transpirer un bout. Le conseil secret des anciens palabra évoqua les choses anciennes. Fama resterait le chef coutumier, Babou le président officiel, et les choses furent aussi. Les soleils des indépendances et du parti unique passeront comme les soleils de Samori et des Toubab, alors que les Babou, les Doumbouya resteront toujours à Togobala. Et on se réconcilia. Laissons le grand palace se développer et se poursuivre. Les villageois, les maires et le délégué devaient être joués. Les mots de Diamourou valaient un seul rappel, un seul signal. Aussitôt après ces mots, tous les habitants exténués, défaits par le long palabre, les partisans du comité et ceux même du comité, les partisans de Fama et Fama, Diamourou et Bala, tous s'agenouillèrent, tous suppliaient. Le délégué se leva ébahi. Après un silence, il acceptait que Fama entrât au comité. Louange au Tout-Puissant, louange aux mânes des aïeux, tant que le mur ne se fond pas, les cancrelats ne s'y mettent pas. Cancrelats des indépendances des partis uniques de la Révolution, vous ne pénétrerez pas, vous ne diviserez pas, vous ne gâterez pas Togobala. Jamais grâce au sacrifice tué par nos aïeux. Le comportement du petit oiseau sur la branche au réveil, faut voir, la branche au réveil du soleil pénétra dans Fama. Cette nuit-là, il sombra dans le sommeil d'un homme qui s'est cassé le cou en tombant. Sans ronfler, puce, poux, punaise et cancrelats se levaient et s'acharnaient sur tout son corps, même sur les oreilles, en vain. Il ne bougea pas jusqu'au premier chant de coq. La bâtardise n'avait pas gagné Togobala. Merci à tous. Ainsi s'achève notre chapitre et vous dis à très bientôt avec le chapitre suivant. Bye!